Quel poids, par exemple, pèsent les pharma dans la validation des vaccins? Que connaît-on vraiment des effets secondaires au-delà de 6 mois? Et puis, y a-t-il eu des décès directement liés aux premières injections? Méfiance parmi la population, parmi les professionnels de la santé aussi, face à cette technologie ARN qu'une poignée d'entre eux jugent trop risquée. Au point de réclamer un moratoire aux autorités fédérales, 850 signatures, dont une bonne centaine de médecins, homéopathes et naturopathes surtout, pour stopper la vaccination, le temps de faire toute la lumière. Avec nous, cette fois autour du plateau et cette fois face à vous, Pascal Mélan, l'une des voix, qu'est-ce qu'il faut dire, discordantes, dissonantes face à la vaccination. On va être honnête, ça a été très compliqué de faire venir sur le plateau des médecins qui sont contre la vaccination. Il y en a. Édouard Broussalian, vous en êtes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, vous êtes homéopathe. Vous oui, êtes merci de m'avoir invité. Ça a été vite, depuis hier soir. Hop, hop, hop. C'est un plaisir. C'est un euphémisme de dire que vous êtes sceptique. On vient de le voir, un certain nombre de médecins en Suisse, plus d'une centaine, ont demandé, et 800 professionnels de la santé ont demandé un moratoire. Vous voulez ce moratoire? J'en fais partie. Vous l'avez signé. J'en fais partie, je l'ai signé, bien sûr. Il y a un petit problème, c'est que, si vous voulez, on est dans une situation qui est proprement hystérique. Il n'y a pas d'autre terme pour le définir. Et l'hystérie, la précipitation émotionnelle, c'est quand même la technique préférée des gens qui vous manipulent pour faire signer un contrat rapidement, par exemple. Ça, il faut profiter de l'occasion. C'est là, maintenant, tout de suite, il faut y aller. Et ceci est totalement incompatible avec la notion de science. La notion de science, d'abord, c'est le doute scientifique. Le doute méthodique, cartésien. Le doute cartésien. Et la méthode expérimentale qui a été introduite par Roger Bacon. Et le problème ici, c'est que jusqu'à présent, je n'ai entendu que des certitudes. Et quand je dis certitudes, je suis content de voir qu'il y a plus... C'est pas vrai, il y a eu beaucoup de questions à laquelle on dit on ne sait pas. On a eu beaucoup de réponses. Excusez-moi, mais j'ai entendu des choses absolument ébouriffantes et j'ai eu l'impression d'être dans un salon de promotion. Alors je ne sais pas dites-nous. quel produit, mais là, en l'occurrence, c'est tout à fait fascinant. Donc, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, je suis au stade où je me méfie de mes propres affirmations et je mets systématiquement tout en doute. Et j'espère, dans ce sens-là, avoir une démarche proprement scientifique. J'ai un lourd passé de mathématiques et aussi dans l'astrophysique, où je me suis beaucoup amusé dans mon jeune temps. Et finalement, la médecine m'a semblé beaucoup plus intéressante parce que justement, le champ était limité. Mais sur le vaccin, pourquoi ce vaccin vous fait si peur? Alors que, nous dit-on, tout a été respecté. Pardonnez-moi de vous retourner l'argument. Pourquoi le vaccin ne vous fait-il pas peur? J'imagine que si je vous braquais aujourd'hui avec une arme sur le front, il serait logique que vous ayez peur et on pourrait difficilement vous demander pourquoi vous n'avez pas peur. C'est exactement ce qui se passe ici. Je vais vous cerner un simple chiffre. Est-ce que 10 puissance 13, ça vous dit quelque chose? Mal. Bon, alors, on va essayer de raisonner avec un exemple. 10 avec 13-0, mais voilà. Ouais, mais pour donner de l'ordre de grandeur, 10 puissance 13, c'est... vous voyez à quoi ça ressemble une galaxie? Ouais. Bon, et ben vous prenez 100 galaxies comme ça et ça vous donne le nombre d'étoiles qu'il y a dans les galaxies, d'accord? C'est à peu près le nombre de cellules qui nous constituent, paraît-il. Après, vous pourrez peut-être ergoter sur une décimale près, ça ne me dérange pas. Ce que je veux dire, c'est que par cette médecine qui est basée sur ce qu'on appelle le réductionnisme, on fait certes des très grandes découvertes sur le plan purement scientifique. Je suis très content de savoir comment fonctionnent les ribosomes, les ARN messagers, etc. Et on a des très jolis diagrammes en couleur, si vous voulez. Est-ce que vous pensez vraiment comprendre comment 10 puissance 13 cellules peuvent interagir entre elles et ensuite me dire combien il y a de mécanismes à l'intérieur de chaque cellule et me prétendre que vous pouvez tous les comprendre et les maîtriser? On va peut-être laisser répondre Pascal Mélan sur ce point. On va les prendre point par point. Juste un dernier point, c'est pour dire que tout se passe comme si on pouvait isoler totalement du reste un petit mécanisme qu'on croit comprendre. Or, jusqu'à présent, depuis les 100 dernières années où l'industrie chimique a pris le contrôle de la médecine, on s'est retrouvé toujours avec des déboires. On a compris. Ce que vous dites, c'est que comment est-ce qu'on fait pour que ça ne se répande pas dans tout le corps et que ça reste, comme l'expliquait Kieran Sigris, ça s'arrête là. conscrit? Ça s'arrête au ganglion, là, pareil. Alors, tout d'abord, quand même, sur le plan général, vous êtes en train de nous expliquer que l'être humain est très compliqué pour être compris et que donc on ne peut pas proposer de thérapie efficace, on ne peut rien faire. Les thérapies sont toujours basées sur des théories. Ils sont forcément fausses. Les thérapies existent et le progrès médical, je pense que toute la population est consciente des progrès qu'on a faits, que ce soit sur le plan cardiovasculaire, voilà, la durée de vie a augmenté, la qualité de la vie chez les personnes âgées a augmenté, la mortalité infantile a diminué de manière dramatique. Donc, je ne comprends absolument pas votre pessimisme.
Maintenant, venons-en à l'avenir du RNA après une injection. Le RNA, ça a été très bien expliqué. RNA et ARN, c'est la même chose, juste pour que tout le monde soit d'accord. L'ARN est une molécule extrêmement fragile. C'est pour ça que beaucoup de gens ne croyaient pas qu'elle serait utilisable en tant que vaccin ou en tant que médicament pour d'autres maladies. On a pu la rendre juste assez active pour obtenir un résultat désirable qui est une réponse immune contre ce virus. Mais l'avantage de cette fragilité, c'est sa quasi-évanescence. Là où vous donnez un vaccin, disons comme le BCG, qui reste pendant des semaines, voire des mois à l'intérieur du patient, le BCG était un vaccin contre la tuberculose, et risque de faire des infections. Avec ce RNA messager, il disparaît en quelques heures. La protéine pour laquelle il a codé disparaît après un peu plus de temps, quelques jours, et il ne reste plus que la réponse immune. Et vous êtes prêt à un rappel pour ce même SARS-CoV-2 ou bien à une vaccination pour un autre virus. Tout ceci est observé scientifiquement. La méthode, le doute, on observe, on regarde et puis ensuite on conclut. C'est ce que fait la science, on observe. C'est pas simplement une... Mais il y a un léger problème, c'est que ça fait belle lurette qu'on ne parle plus de science. Les profits ne font pas bon ménage avec la science. La science s'arrête dès lors où le profit est impliqué. Je suis très gêné de dire que ni M. Mélan ni Mme Sigris ne nous parlent d'éventuels conflits d'intérêts. Je veux dire, d'après mes renseignements, la fondation Bill et Melinda Gates finance largement l'UNIL, l'UNIGE, votre futur laboratoire, je crois, monsieur. Et pourquoi on ne nous en parle pas ? Pour votre information, je suis retraité, je n'ai pas de laboratoire, je n'ai aucun conflit d'intérêt. À l'époque où vous ne l'étiez pas encore, monsieur, en 2006 et en 2011, je crois, la fondation Bill et Melinda Gates a copieusement arrosé votre laboratoire. Absolument pas. Les chiffres qu'on a sur Internet... Je ne sais pas où vous allez chercher ça. J'ai absolument pas eu ce succès. Ça, mais je suis très gêné de dire que il n'est pas normal, en tout cas en ce qui me concerne, mon seul conflit d'intérêt, je crois qu'en 82, on m'a offert une boîte d'aspirine Bayer. Ouais. Mais pas bien ça, monsieur Boucher. Je fais très attention. Pour revenir au vaccin, vous avez signé cette demande de moratoire. Si aujourd'hui on appliquait un moratoire sur les vaccins, qu'est-ce qui se passerait selon vous ? Il faudrait avoir un minimum de recul avec une thérapie qui n'a jamais été appliquée chez l'humain. Alors effectivement, il y a le fait qu'on a BioNTech qui avait un vaccin. Admettons qu'on prenne ce recul et qu'on teste encore. Qu'est-ce qui se passe pour le reste du globe, pour les gens qui ont perdu des proches, pour les gens qui meurent chaque semaine ? J'ai perdu mon père en novembre, il a été testé Covid positif, et là aussi il serait intéressant de savoir dans quelles conditions les gens sont testés avec des PCR. On ne vous parle jamais du nombre de cycles d'amplification. C'est un outil on en parle, on en a beaucoup parlé. L'OMS en a parlé. En tout cas, à partir de 30 cycles, on se retrouve avec de plus en plus de faux positifs. C'est la raison pour laquelle, il faut être factuel, c'est la raison pour laquelle l'OMS vient de recommander qu'on diminue le nombre de cycles d'amplification. Et les questions, j'y réponds parce qu'on a abordé sur ce plateau, les questions étaient posées au laboratoire en Suisse qui nous disent ça fait une belle lurette qu'on tient compte de ces erreurs, de ces faux positifs éventuels et qu'on corrige le tir. La belle lurette, j'ai passé une vingtaine d'années de ma vie à rendre des résultats de PCR. Ça fait partie du travail du responsable du laboratoire de regarder de manière critique le résultat d'une PCR en fonction de ce genre de caractéristiques. En tout cas, on ne nous indique pas la séquence. Il n'y a absolument rien de nouveau. Mais je n'ai jamais dit qu'il y avait nouveau, mais on ne nous indique ni la séquence, ni le nombre de cycles. Pas les deux en même temps. Ouais. Allez-y, Pascal Mélan, et puis. Pour revenir sur l'idée qu'on propose des thérapeutiques non éprouvées, alors, ces thérapeutiques ont été développées, en particulier, on a évalué leur efficacité dans des études de respectivement 30 000 et 42 000 patients. On sait énormément de choses. On n'a pas beaucoup de recul, mais on sait énormément de choses sur ces approches. Maintenant, si vous proposez un moratoire, personnellement, moi, je suis une personne de 68 ans, une condition cardiovasculaire, j'attrape un Covid, j'ai une probabilité de mourir de 5 à 15%. C'est de cet ordre. Non, vous contestez les chiffres, mais c'est ce qui sort de la littérature. Vous ne pouvez pas dire de zéro, il y a des morts. C'est ce qui sort de la littérature. Dont votre père en novembre. La létalité, est 0,5%. Et un risque de maladie sévère encore plus élevé. Et là, avec votre moratoire, vous êtes en train de me priver de mon libre choix d'être vacciné. Ça va se passer regardez dans toutes ces personnes âgées qu'on a vues dans le reportage, qui sont soulagées. Moi, j'ai visité un centre de vaccination et j'y ai vu une ambiance extraordinaire de but commun. Et puis,
c'était, je dirais aussi, un îlot de sérénité. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et vous êtes en train de venir nous proposer de bloquer ça. Mais monsieur, vous êtes le propriétaire d'un immeuble qui est en train de brûler et vous proposez aux pompiers d'attendre avant d'éteindre l'incendie parce que vous avez peur des dégâts d'eau. Mais pour le moment, il n'y a pas de dégâts d'eau. Réponse d'abord, vous redoutez Non, je vais laisser répondre quand même. On a pas mal de choses qui s'accumulent, mais je m'excuse, mais Monsieur Schwab, qui est le patron du forum, a expliqué dans son dernier livre, rédigé en juin, que la pandémie actuelle est la moins intense qu'on ait connue depuis 2000 ans. Ce qui va justifier de mettre par terre, c'est à la page 222 de son livre. Est-ce qu'on peut répondre simplement aux arguments qui ont été donnés? Oui. Monsieur Mélan vous dit, vous êtes en train, avec votre moratoire, de me priver, moi, Pascal Mélan, du droit de me faire vacciner. C'est un peu... Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds, premièrement, c'est juste le contraire qui va se passer, parce qu'on va forcer tôt ou tard tout le monde à être vacciné. Pour l'instant, c'est pas le cas. Va peut-être se passer, mais aujourd'hui, il n'est pas obligatoire. On peut déjà bientôt plus voyager. C'est l'idée. Mais vous redoutez quoi? Vous redoutez quoi à long terme? Non, mais moi, ça m'intéresse. Édouard Broussalian, qu'est-ce qui pourrait... Vous dites qu'il faudrait qu'on attende un peu, parce que vous redoutez quoi comme effet? Parce qu'on a beaucoup de questions des internautes là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait arriver à long terme avec ce vaccin? Vous prenez une thérapeutique comme l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine... Par rapport au vaccin. J'y arrive. Je veux dire, l'hydroxychloroquine est distribué depuis 70 ans sur environ 1 milliard de personnes. Et il est en effet extrêmement logique de faire jouer le principe de précaution contre cette drogue. Et là, vous êtes en train de m'expliquer qu'on va tous foncer les yeux fermés avec une thérapie qui est une thérapie génique. Ce n'est même pas un vaccin, puisque au sens propre du terme, on n'introduit pas une protéine contre laquelle l'organisme va réagir, mais on va en fait violer les cellules pour fabriquer... C'est l'organisme qui devient son propre bioréacteur. On va violer, en fait, ça s'appelle un viol. Mais on va introduire dans une cellule, dans ce qu'on croit connaître de son fonctionnement, une information ARN messager qui est supposé faire son petit truc et s'évanouir. Très bien. Mais qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet à long terme? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est parfaitement nouveau? Je sais pas, moi, je trouve ça surréel de devoir justifier. C'est plutôt à eux de nous faire... Alors, le deuxième miracle avec ça, c'est que Pfizer a été condamné et a accepté finalement un deal pour 2,3 milliards de dollars. Il a été condamné pour des malversations dans les données concernant 13 médicaments. Ça a été dit tout à l'heure. Et alors là, d'un coup, ce laboratoire devient honnête. Est-ce que c'est un problème que Pfizer, condamné à plusieurs reprises, condamné pour la plus grosse amende de l'histoire de la pharma, 2,3 milliards de dollars, soit aujourd'hui en mesure de nous sauver la vie? Qui nous produit je vais laisser répondre cette fois Pascal Mélan. C'est merveilleux. Je vais vous répondre ce que j'ai répondu déjà. Je souhaite que les flux financiers concernant les vaccins soient transparents pour qu'on sache quel est le bénéfice des entreprises. Ceci dit, vous défendez la chloroquine. La chloroquine a été proposée par le professeur Raoult sur une étude non comparative d'une centaine d'individus. Moi, un de mes étudiants m'aurait présenté un travail comme ça, je l'aurais renvoyé. C'était une étude épouvantable. Et par contre, et encore une fois, je reviens, le développement de ces vaccins mRNA, c'est une saga qui dure au moins une quinzaine d'années, qui est absolument remarquable et qui culmine avec un développement clinique qui est un sans faute. C'est un sans faute avec des études de phase 3, encore une fois, qui concernent 30 000 et 42 000 patients qui sont d'excellente qualité, qui donnent d'ailleurs des résultats concordants qui, à mon avis, se renforcent les uns contre les autres. Donc, moi, j'ai aussi des interrogations sur les motivations qu'on peut avoir peur à ce point-là du progrès. On a devant nous le progrès, on doit être prudent, on doit être prudent, on doit être prudent avec ce progrès, on doit se méfier des effets. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme risque à plus long terme? On a des hypothèses sur ce qui Oui, je pense qu'on peut se méfier de réponses immunes inappropriées, comme on en a observé dans certaines vaccinations. C'est-à-dire déclencher des maladies auto-immunes, par exemple. Des Guillain-Barré, comme en 1977 avec un vaccin H1N1 contre la grippe. C'était à des taux très faibles. C'est assez rare, le Guillain-Barré. Et ça a disparu. Comme la narcolepsie, qui est une histoire bizarre qui semble plutôt être liée à un adjuvant dans certains des vaccins de la grippe de 2009. Mais notez, les systèmes de surveillance ont repéré ces phénomènes. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout aveugle, parce que tous les gens qui sont vaccinés dans cette phase de commercialisation qui débute maintenant, ils vont être, comme on l'a déjà indiqué, ils vont être suivis. Et s'il devait apparaître des effets secondaires, peut-être 1 sur 100 000 à 6 mois, on le saura. Mais moi, je peux déjà vous dire que
quand je compare mon risque de mourir d'un Covid, si j'attrape le Covid, qui est comme un risque substantiel maintenant, et puis un risque hypothétique, non documenté, de 1 sur 100 000 ou de 1 sur 1 million, je me fais vacciner, évidemment. Il y a un biais cognitif que j'aimerais comprendre. Il y a un biais cognitif que j'aimerais comprendre, Édouard Broussalian, chez les gens que vous représentez ce soir. L'immense majorité, je crois qu'on peut le dire, je ne vais pas m'avancer dans des chiffres, 99%, j'en sais rien, de la communauté scientifique. On est très stalinien, 95% de réussite, 99%. L'immense majorité, on s'accordera sur l'immense majorité. L'immense majorité de la communauté scientifique, et c'est d'ailleurs la méthode scientifique même, est d'accord, dit blanc. Quelques scientifiques ultra minoritaires, dont vous êtes, quelques médecins ultra minoritaires. Je ne suis pas scientifique, je suis médecin. Ma vocation est de guérir les gens si je peux. Quelques médecins ultra minoritaires disent noir. Pourquoi est-ce que cette ultra minorité aurait raison face à la communauté scientifique dans son ensemble? Du moment qu'il y a une majorité qui pense, on a raison. Combien de mais c'est le principe de la science. La science, on avance comme ça. On établit un consensus scientifique et puis il y a toujours une ou deux personnes qui ne sont pas d'accord, mais voilà. Non, là, il faut que vous lisiez Thomas S. Kuhn, qui a décrit la manière dont les paradigmes scientifiques évoluent dans un magnifique bouquin qui s'appelle Les révolutions scientifiques. Ça se passe pas du tout comme ça en science, justement. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en science, il y a un type qui a compris que les autres ont faux et qui va défendre contre vent et marée son idée, parce qu'il va percevoir les choses de manière exactement différente. Alors, entre nous, par exemple, combien de gens se sont pris des pommes sur la tête dans un verger, et à votre avis, il y en a combien qui a pensé qu'il y avait une force qui était appliquée? Donc vous êtes en train juste de prendre le contre-pied du développement scientifique. C'est exactement le contraire. Mais regardez, on a l'exemple parfait sous les yeux. On a Madame Caricot qui pense différemment, qui a de la peine. Mais à la fin, c'est quoi le juge de paix? À la fin, c'est l'expérience, c'est les résultats scientifiques. Mais si on les opinions sont une chose, mais à la fin, c'est les résultats. Est-ce que les patients qui vont être injectés aujourd'hui sont prévenus qu'ils participent à une immense expérimentation mondiale à ciel ouvert? Oui, ils le sont. Ils le sont. On est en phase 4, c'est une phase d'expérimentation et de commercialisation. La phase 3 se termine fin 22. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qu'on injecte, à qui on n'explique pas qu'ils sont en train de participer à une expérimentation, toutes ces personnes, on le fait en violation des protocoles. Alors, de Nuremberg, ça fait longtemps qu'on n'a plus rien à foutre, mais en plus du protocole d'Oviedo, que la France a signé, je crois, en 2012 et la Suisse en 2008. Suisse Medic a autorisé la mise sur le marché des 2 vaccins sur la base du cycle complet de la phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Bah oui, mais sauf qu'elle se termine en 22. Vous n'êtes pas renseigné. Regardez, de plus, l'étude. Ils sont quand même mieux renseignés. Je redonne la parole à monsieur dans un instant, mais si vous lisez l'étude de Pfizer, elle commence déjà à être largement contestée. On ne donne l'autorisation de mise sur le marché, le mot est savoureux, mise sur le marché. En médecine, ça fout la gerbe. Je vois pas où s'arrête la science quand on commente le marché. Mais bon. Ça s'appelle une AMM depuis très longtemps. Écoutez. Mais il faut aller au bout des choses. Mais je veux dire, on a quand même une étude qui est, quand vous lisez dans le New England, quand ces 2 études qui sont sorties, on nous parle d'observer blind. Eh bien, sur le plan technique, il va falloir m'expliquer que ces études sont en double aveugle. Alors, c'est un peu technique, mais ça veut juste dire que la valeur de ces études est largement contestable. Comment peut-on arriver à 95%, sachant que si on va sur les dialogues sur le chat du British Medical, le British Medical ayant sorti un article qui est dévastateur et qui parle de corruption et que la science est confisquée par le profit, c'est bien que les British se bougent. Bref, on est en train de dépioter à la lueur des nouvelles données, parce que pour l'instant, les décisions prises sur le marché qu'on peut prendre sont exclusivement avec les données fournies par Pfizer. Point à la ligne. C'est-à-dire que c'est le commerçant seul qui nous donne ce qu'il veut nous laisser voir. Non, ils ont dû présenter toutes leurs données aux agences d'enregistrement. Non, puisqu'ils vous avez raison dans une certaine manière, parce que c'est une autorisation d'urgence. Parce qu'il y a une certaine urgence, et c'est ce qui fait qu'il y a une autorisation d'utilisation déjà avant la fin de l'étude. On reste donc dans un processus purement expérimental, illégal, c'est tout. Juste un dernier point, Édouard Broussalian, je laisse le mot de la fin. Petite question, essayez de répondre rapidement parce qu'on est pris par le temps. Dans le camp de ceux qui hésitent et qui sont sceptiques, on retrouve beaucoup de ceux qui dénoncent la dictature sanitaire ambiante. Ce sont souvent les mêmes. Comment est-ce qu'on peut à la fois dénoncer la dictature sanitaire et toutes les mesures de privation de liberté et s'opposer à la solution qui permettrait à relativement moyen terme, de lever toute cette dictature sanitaire? Eh bien, justement, vous venez de faire la réponse dans votre question. On nous présente le virus comme le Messie, le vaccin comme le Messie. Je veux dire, excusez-moi de vous dire que, aux meilleures nouvelles, si on en croit le laboratoire Pfizer, le vaccin ne servira qu'à peut-être limiter les formes graves. Or, quand on attrape le corona, eh bien, la létalité, aux dernières nouvelles, est de 0,5%. Vous avez 1,5% de chance d'en mourir.
Bon, je crois que... Juste une chose, allez discuter avec les gens qui travaillent dans les soins intensifs de nos différents hôpitaux. Bien justement, c'est fait. Vous savez combien on a de patients qui meurent dans le canton de Vaud? Aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, on est en Covid positif. Et encore par charité. Mais les chiffres de la mortalité sont publiés par tous les cantons. D'accord, mais ça représente 15 personnes par semaine. Est-ce que vous pensez vraiment que tout ce cirque... J'en sais rien, je ne sais pas quel est le prix d'une vie humaine. À l'époque où on avait la peste de Justinien, on avait 30% de mortalité. C'est autre chose. Là, je ne conteste pas. Mais pour reprendre l'exemple de monsieur, en fait, il semblerait plutôt qu'il y avait un moustique dans la chambre à coucher, qu'on a foutu le feu à la maison. On vous a bien compris. On a compris que c'était un peu une sorte de dialogue impossible, une sorte d'erreur catégorie, diraient les philosophes du langage, mais c'est pas grave du tout. Je prône le doute, excusez-moi. Édouard Broussalian, en tout cas. Ce vaccin, merci mille fois à tous les deux. Ce vaccin dont vous ne voulez pas, vous, il se trouve que la planète se l'arrache, ça c'est un fait, dans une sorte de guerre entre États devenue un peu obscène.